Bonjour et bienvenue fidèles auditeurs et internautes à ce nouveau numéro de votre magazine Débat au féminin. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les faits et en marquer l'actualité de la semaine. Il s'agit entre autres de la publication par la Cour constitutionnelle des arrêts définitifs concernant les contentieux électoraux où, vous le savez, près de 49 députés ont perdu leur siège. On parlera également des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs avec cet échange que le président de la République a eu avec la ministre concernant les soupçons de corruption qui pèseraient sur certains élus. On parlera également de la question du rétablissement de la peine de mort qui n'était plus appliquée depuis 2003 à cause d'un moratoire. Nous parlerons enfin du rôle que doit jouer l'opposition en dehors comme au sein du Parlement afin d'être cette sentinelle ou faire le contrepoids du pouvoir en place. Et pour commenter ces faits qui ont marqué l'actualité durant toute cette semaine qui s'achève, nous avons sur ce plateau Madame Chantal Moboni, porte-parole de Martin Fayoulou et présidente de l'ONG Action des femmes des valeurs AFEVA. Bonjour Madame et bienvenue chez nous. Bonjour, merci de l'invitation. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, oui, nous allons bien. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le gouvernement, vous le savez, a décidé de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Est-ce une bonne décision ou c'est simplement du populisme? Nous sommes dans le contexte post-électoral, dans un contexte tel que la cohésion nationale est en danger. Et nous sommes en train de poser la question par rapport à l'opportunité de cette décision. Est-ce que c'est une décision opportuniste? Est-ce que c'est une décision qui vaut toute sa quintessence? Mais nous regardons que pour que cette décision soit noble, soit salutaire pour la nation, il faut avoir une bonne justice. Et aujourd'hui, tout le monde sait que la justice est malade. Même notre frère qui dirige aujourd'hui avait déclaré cela, que la justice est le boiteuse. Donc, avec une justice malade, comment on va arriver à bien faire? Est-ce que c'est pas ça une arme pour un règlement de compte, surtout pour ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions avec le pouvoir? Nous sommes en train de poser cette question, mais nous pensons que c'est un recul. C'est un recul. C'est vrai que tout le monde est d'accord que nous puissions en finir une fois pour toutes avec les infiltrés. Mais les infiltrés, il y en a partout, il y en a plusieurs. Parce que si je me rappelle bien, même la deuxième personnalité du pays, le président Mbosso, avait dit que les députés quittent le groupe armé. Donc, il connaît les députés qui font partie de groupes armés. Ça, c'est l'infiltration. Donc, tout ça, est-ce qu'il faille lever le moratoire aujourd'hui pour résoudre ce problème? Avons-nous déjà identifié les infiltrés en question? Est-ce que c'est parce que il y a des gens qui sont frustrés, des gens qui ne reconnaissent pas que les élections, les bonnes élections aient eu lieu, qui sont en train de revendiquer? Est-ce qu'une arme pour pouvoir faire taire certaines bouches, certaines opinions? Donc, quand nous regardons cela, nous pensons qu'il n'y a pas opportunité de le faire. Nous pensons que c'est un recul, surtout parce que la justice, elle est boiteuse. Si la justice jouait son rôle, si la justice était réellement indépendante et la justice ne disait que le droit, et que cette justice permettait à ce que le pays soit élevé, nous pensions que ça pourrait se jouer autrement. Parce que le problème, c'est au niveau de l'applicabilité. On risque maintenant de pouvoir plus drainer les politiques dans cette affaire
que de pouvoir aider qu'il y ait salut de la République. Donc nous pensons que en ces moments, la priorité pour nous aujourd'hui, c'est l'insécurité à l'Est. La priorité pour nous aujourd'hui, c'est le panier de la ménagère. Bon, moi, je voudrais m'appesantir sur votre réaction quand vous dites que cette décision n'est pas opportune, alors que nous sommes en période de guerre et qu'au sein de l'armée, on est en train d'enregistrer de plus en plus des traîtres. C'est vrai, nous avons dit ici que finir avec les infiltrés, c'est le souhait de tous les Congolais. Nous avons beaucoup souffert. Personne ne voudrait que nous continuions dans cette insécurité. Nous avons déjà plus de 6 millions de déplacés internes. Nous avons déjà des gens qui souffrent, qui n'ont pas à manger. Il y a des provinces qui sont asphyxiées aujourd'hui. La vie coûte très cher à Goma aujourd'hui parce que toutes les entités qui pouvaient pourvoir de biens de première nécessité à Goma ne sont pas stables aujourd'hui. Personne ne voudrait se connaître des infiltrés. C'est pour cela que nous avons dit que la mesure peut être bonne, mais avec la justice boiteuse, nous risquons de ne pas appliquer correctement cette mesure. Alors l'opportunité pour nous se justifierait dans le cas où la justice jouer pleinement son rôle. Quand ici il y a une bonne justice, cette mesure devait être applaudie par tout le monde. Parce que là, on sait que on va dire la loi. Et là, on sait qu'il n'y a pas de règlement de compte. Ce n'est pas pour traquer les gens qui ont des opinions contraires. C'est vraiment pour chercher le salut de la République au travers de la sécurité, au travers du toilettage de nos services de défense et sécurité. Donc nous sommes d'accord qu'il y a des infiltrés. Nous sommes d'accord qu'il faille retirer tous ces infiltrés. Mais l'inquiétude que nous avons, c'est que pendant ce temps ici, une période post-électorale, avec cette insécurité grandissante, bien sûr, avec cette cohésion nationale en danger, avec toutes ces frustrations internes, nous avons une inquiétude par rapport à l'applicabilité de la mesure. Parce que on pouvait encore voir un peu comment faire les états généraux de la justice congolaise, comment rendre cette justice réellement indépendante, comment faire de cette justice qui dit réellement le droit, comment avoir une justice distributive, et en ce moment-là, tout le monde serait rassuré. Donc nous ne disons pas que on ne doit pas prendre de mesures pour enlever. Surtout quand il s'agit d'une mesure qui veut nous débarrasser des traîtres contre la République et même nous débarrasser de ce phénomène Koulouna que vous avez toujours décrié. Oui, c'est vrai que ce n'est même plus le phénomène, ça devient un fait social. Cette histoire de Koulouna, ce n'est même parce que le phénomène, c'est éphémère. Maintenant, c'est un fait social, c'est-à-dire ça devient de la culture. Hein? Nous vivons avec et c'est dangereux. Les gens nous appellent de partout avec cette insécurité. Les gens de Sokopao, par exemple, aujourd'hui, ils sont dans une insécurité terrible. Vous attendez des balles qui crépitent à longueur de journée et la nuit, tout ça, c'est un problème. Vous avez les gens au niveau de Mombele, de Yolo, de Kimbanseke, de Massine, de Lemba. Ils nous appellent à tout moment. Route Mokali. Ils appellent. Donc, ça, c'est un problème réel. Chercher une solution pour éradiquer ces problèmes, ces faits Koulouna, tout le monde sera d'accord. Mais je pense que nous avons bien défini le niveau de notre inquiétude. Parce que nous connaissons le joueur et leur jeu. Nous connaissons comment la justice fonctionne. C'est-à-dire, il n'y a pas une garantie. Il n'y a pas une garantie que cela soit fait comme tel du fait que l'état de notre justice ne nous convainc pas. Du fait que la justice, elle est malade. Et comment ça va s'appliquer? N'avez-vous pas vu à la cité, les Koulouna se battent, il n'y a pas de gens qui viennent,
pour la sécurité, il n'y a pas des agents de l'ordre. Et quand le Koulouna disparaisse, les agents de l'ordre apparaissent et ils commencent à prendre les innocents. Nous voyons déjà cela. Ça, c'est ce que je dis au niveau de l'applicabilité. Nous avons déjà assisté quelque part en pensant que quelqu'un, on était en train de prendre le Koulouna, on a pris un garçon qui est reconnu du coin, qui vend ses histoires dans une boutique. Vous voyez, c'est les innocents qui sont pris. Et c'est ça l'inquiétude. Parce qu'aujourd'hui, quand vous demandez à quiconque, voulez-vous qu'on indique ce problème, il va dire oui. Mais le problème est l'exécution. Les agents qui seront commis pour l'exécution. Les OPJ, permettez-moi, si c'est les OPJ ou le procureur, tout le monde, le ministère public, tous ceux qui vont qualifier ces informations, les infractions, tous ceux qui auront des éléments à charger les personnes concernées, diront-elles la loi? C'est ça l'inquiétude. Parce que dans ces pays, on commence d'abord par arrêter les gens et après à chercher à constituer le dossier. La justice est le malade. C'est ça le problème. Parce que pour appliquer une loi, c'est l'État applique la loi au travers des cours et tribunaux. Et c'est ça la justice de notre pays. Maintenant, si au niveau de la justice, il y a encore de petits soucis, c'est-à-dire que l'applicabilité de la loi pourra porter des problèmes même chez les innocents, même chez les autres qui auraient commis d'autres infractions, mais peut-être qu'ils seront assimilés aux infractions qui devront être qualifiées comme faisant partie de ce moratoire. Donc, nous pensons aujourd'hui que il fallait encore attendre. Il faut commencer d'abord par avoir une bonne justice. Il faut disposer d'une bonne justice. Il faut l'impartialité de la justice. Il faut un réel état de droit. Que l'état de droit soit comme le principe directeur de tout. Que le principe à partir duquel tout le monde se voit sous l'obéissance de la loi. Vous l'avez dit, dit la loi. Vous l'avez dit, ça. Oui, madame, ouais. Vous l'avez dit, il faudrait d'abord qu'il y ait l'instauration d'un véritable état de droit. Oui, puisque vous évoquez l'état des droits. Aux États-Unis, on sait que c'est un pays qui est démocratiquement avancé, mais là-bas, il est aussi appliqué la loi sur la peine de mort. Bon, je ne pense pas que nous devons tout importer. Aujourd'hui, on ne peut pas parce se comparer. Je suis en train de dire. Il faut un véritable état de droit. Oui, il faut un véritable état de droit. En faisant l'analogie avec des pays qui sont démocratiquement assis, il y a cette loi qui s'applique. Pourquoi pas la d'abord, le problème, c'est que, si je peux parler, je ne parle pas sur le plan de l'anthropologie. L'anthropologie, quand je vois d'abord l'homme congolais et l'homme américain sont deux hommes différents. Peut-être je me fais comprendre. Des différentes cultures. Et la justice au niveau des États-Unis n'est pas à comparer avec la justice congolaise. C'est pas à comparer. C'est le jour et la nuit. Donc, c'est-à-dire que là où il y a un état de droit, si au niveau des États-Unis, cette peine est retenue, c'est-à-dire ça sera les vraies infractions qui concernent la peine en question, qui seront jugées et qui seront reprimées. Mais la crainte pour nous, c'est-à-dire, on risque de ne pas, parce qu'on n'a pas une bonne justice, on risque de ne pas avoir des infractions réelles constituant le fait de pouvoir subir un tel traitement. C'est ça notre inquiétude. Parce que là, on dit la loi. On dit la loi. Et la culture, c'est tout autre. Et chez nous, ici, la loi ne se dit pas. Il y a un problème. Soit c'est par rapport à l'appartenance politique, par rapport à l'opinion du pouvoir, soit parce que vous avez de relations de connaissances, soit vous avez de l'argent. Donc, le problème persiste.
C'est pour ça que je vous ai dit, je ne peux pas aujourd'hui comparer les États-Unis et le Congo. C'est vrai que ce sont deux pays, oui, qui se disent indépendants, oui, mais nous, notre indépendance apporte encore des problèmes. Notre souveraineté a encore des soucis. Est-ce que nous exerçons notre souveraineté comme ça s'exerce aux États-Unis? Je ne pense pas. Comme puissance absolue de l'État, comme puissance perpétuelle de l'État. Non. Comment nous exercerons cette souveraineté si aujourd'hui on nous amène les FDLR avec armes et munitions et on leur donne l'endroit pour habiter, c'est au Congo. Et aucune fois, cette communauté internationale pense même à organiser un dialogue entre le Rwandais, FDLR et les Rwandais qui sont là-bas, chez Kagame, pour chercher à le retourner chez eux. Aucune fois. Comment on va se dire aujourd'hui que nous devons nous comparer aux États-Unis, aux Américains, pendant que nous, vous trouvez normal aujourd'hui que la communauté internationale signe les accords avec le Rwanda concernant les minerais, pendant que sous le sol rwandais, il n'y a pas ces minerais. Non. Parlant de la décision prise par le gouvernement, vous dites que c'est un recul, vous dites que c'est inopportune. Alors, quelle serait, selon vous, la meilleure solution, justement, pour se débarrasser de tous ces traîtres qui sont enregistrés dans le rang de l'armée et puis le banditisme, en finir avec le banditisme urbain? Nous avons tenu le Conseil national au niveau de l'ECD. Et nous avions deux résolutions qui sont sorties de ce Conseil national. D'abord, il faut lever l'état de siège. C'est très important. D'aider. On doit désister de l'accord cadre d'Addis Abeba. Vous savez, cet accord-là donne des obligations à la RDC et non aux pays agresseurs. C'est un accord déséquilibré. Mais aujourd'hui, vous allez voir que tous les dialogues qui se font sont en train de suivre la procédure de cet accord d'Addis Abeba. C'est déséquilibré par rapport à nous. Vous avez vu Sarkozy venir ici, vous parlez de l'exploitation commune, vous dire ceci, cela, mais aujourd'hui, c'est que fait le Rwanda au travers de M23. C'est pour ou c'est contre le Congo? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda? Un pays agresseur, pourquoi on ne rompt pas les relations diplomatiques jusqu'à ce jour? C'est un problème. Comment on ne peut pas demander un tribunal pénal international pour juger ces gens qui sont dans le rapport Mapping, ces gens qui sont les M23 et consorts? C'est très important. Comment aujourd'hui, nous, on ne peut pas exiger des sanctions économiques contre tous ces pays qui vendent les minéraux du Congo, mais qui n'ont pas ces minéraux sous leur sol? Ça, c'est un problème. Donc aujourd'hui, madame, nous pensons que nous devons vraiment demander au Conseil de sécurité de pouvoir ramener les FDLR soit au Rwanda ou leur chercher un autre endroit. Parce qu'aujourd'hui, c'est le prétexte que Kagame a pour dire qu'il doit agresser le Congo. Est-ce qu'on ne peut pas doubler encore beaucoup d'efforts, consolider encore les efforts en soutenant nos FARDC sur tout le plan? Donc, sur pour tout vous, le plan. Il ne faut pas... Il faut... Oui, je continue. Parce que tout cela, ça vient pourquoi? Le problème, c'est que nous devons, nous, avoir un leadership capable d'exercer la souveraineté de l'État congolais. Mais vous oubliez que c'est aussi le gouvernement qui a exigé la levée de ce moratoire. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Le problème... Peut-être ce serait une piste de solution pour dissuader tous ces traîtres, mais quand vous vous opposez à cela... Non, c'est-à-dire quoi? On ne s'oppose pas à cela. Mais je pense que j'ai été claire. Le problème, c'est que la solution, disons, on peut donner la réponse à quelque chose sans apporter la solution. C'est ce que nous estimons. Vous donnez la réponse à quelque chose, mais sans apporter la solution. Mais si nous sommes dans ces cas-là. Le problème aujourd'hui, non. Est-ce qu'aujourd'hui, les infiltrés, les traîtres, sont seulement dans l'armée? Est-ce que dans le gouvernement, il n'y a pas de traîtres? Est-ce que dans l'Assemblée nationale? C'est une question qu'on doit se poser. Je vous ai dit ici, le speaker de l'Assemblée nationale a dit aux députés de quitter les groupes armés.
C'est-à-dire qu'il y a des députés qui font partie de cette liste de gens. Qu'est-ce qu'on en a fait? Si on commence aujourd'hui à exécuter tous ces traîtres, ce serait aussi une solution par rapport à la guerre à l'est du pays aussi. Mais n'oubliez pas que le 27 octobre, à travers cette histoire dont je parle de mécanismes de suivi d'accord d'Addis Abeba, on a amnistié même les M23. Nous sommes contradictoires. On ne doit pas faire le populisme. Nous sommes en train de vous dire la réalité des choses. Le problème, c'est d'exercer notre souveraineté. Le problème, c'est d'avoir un leadership qui a une vision fixe, claire et précise sur la question sécuritaire. Madame, nous sommes à plus de 3 décennies de l'insécurité. Nous sommes à plus de 10 à 15 millions de morts. Quelle est la thèse? Parce que permettez-moi, au sein de l'armée, et comme vous l'avez dit, même certains élus nationaux, il y a des traîtres. Or, si on commence à les exécuter, les problèmes ça aura d'abord l'effet de la dissuasion. Non, permettez-moi. Quelle est la thèse nationale congolaise par rapport à cette situation d'insécurité? Surtout, je prends la partie Est, bien que l'Ouest, Kwamoutou et partout, nous sommes dans une insécurité généralisée. Quelle est la thèse nationale? Que voulons-nous réellement de tout ce qui se passe là? Qu'est-ce que nous voulons? La solution pour exercer notre souveraineté viendrait d'abord de la cohésion nationale au niveau interne, de fils et filles du pays. Il faut la cohésion nationale. Il faut éviter de frustration. Il faut éviter de saboter les choix du peuple congolais. Il faut éviter de faire des simulacres des élections, des parodies des élections. Il faut respecter les choix du peuple, la souveraineté, comme Rousseau le dit, la volonté des communautés, la volonté générale des communautés. Donc, on doit éviter cela. Et à part ça, il faudrait aussi des solutions militaires. On ne doit pas seulement aller dans des solutions diplomatiques, parce que jusque-là, le résultat ne se voit pas encore sur le plan de diplomatie. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que Rwanda agresse mon pays et que les relations diplomatiques ne soient pas rompues avec le Rwanda. Ça, c'est un problème. Donc, pour donner des signaux forts, on commencerait par rompre des relations diplomatiques avec le Rwanda. Mais il y a eu expulsion de l'ambassadeur rwandais ici au pays, vous le savez. Vous savez, on a arrêté Prince Epenge parce qu'il voulait que l'ambassadeur soit expulsé. Vous n'avez pas oublié. Vous savez aujourd'hui que les expulser un ambassadeur, ce n'est pas la rupture des relations diplomatiques. Nous parlons de la rupture des relations diplomatiques. C'est déjà une réaction, c'est déjà une réaction. Non, il peut rester ici en face à Brazzaville et il continue à travailler. L'ambassade continue à fonctionner. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, le problème aujourd'hui, ça va du salut de la République. Donc, il faut une solution adéquate. Et cette solution vient d'abord par la cohésion interne. Cette solution vient d'abord par le respect du choix du peuple. Cette solution vient d'abord par quoi? Par la manière de gouverner. Parce que la gouvernance, si elle n'est pas intègre, ça crée de frustration. Le revenu du pays, la richesse du pays, si elle n'est pas redistribuée équitablement, ça crée des problèmes. Vous êtes dans un pays où on chouchoute les députés. Tous les parlementaires peuvent avoir de l'argent parce qu'ils vont enterrer le mort. Est-ce que c'est une mission supplémentaire qu'on accorde aux députés? Et le fonctionnaire gagne combien? Nous parlons c'est ça, tout cela, je suis en train... Tout cela, c'est-à-dire quoi? C'est ça, nous parlons de ça, parce que vous m'avez posé la question. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Concrètement, c'est pour cela que je vous dis, non seulement on doit armer nos soldats, nos vaillants héros qui sont au front, qui se battent pour le pays, on doit mettre les moyens, on doit mettre tout, mais il y a des choses aussi qu'on doit faire sur le plan diplomatique. Parce que si nous parlons de la diplomatie, la rupture diplomatique avec un pays agresseur, c'est un signal fort. Vous comprenez? Donc, nous disons aujourd'hui, c'est parce que c'est du Congo qu'il s'agit. Nous ne parlons pas des individus. Nous parlons du Congo. Et pour que cela soit fait, il faudrait que nous-mêmes, nous ayons une thèse nationale par rapport à nos morts, par rapport à ces génocides congolais. Que voulons-nous? Que disons-nous? Quel est le contenu que nous donnons sur le plan de la sécurité? Quelle est la politique
publics que nous avons sur le plan de la sécurité. Donc, c'est ça le problème. C'est pour cela que nous disons, il n'y a pas qu'au niveau de l'armée qu'il y a des infiltrés. Il y a des services, il y a disons, de régies financières, il y a des entreprises publiques, il y a tout, il y a le Parlement, il y a tout. Est-ce qu'on a déjà mené un travail, une enquête où on a identifié ces infiltrés, où on a identifié tous ces traîtres, ou quoi? Parce que moi, je sais, même si on n'avait pas encore levé ce moratoire, dans nos lois, dans le texte légaux, toutes ces infractions-là sont énumérées et ont des sanctions. Mais aujourd'hui, pendant cette période, c'est quand même quelque chose qui fait réfléchir. Ce n'est pas dire ici que parce que nous sommes de la résistance, nous sommes contre tout ce qui se fait. Non. Mais nous sommes en train d'analyser. Alors, c'est de notre pays je comprends bien, ouais. Vous voulez qu'on puisse maintenir le moratoire, donc favoriser l'impunité. Non, personne ne voudra qu'on favorise l'impunité parce que l'impunité, on voit déjà, il y a des gens qui ont tenu des propos ici et qui sont libres. Il y a des gens qui ont détourné de fonds, tout ça, qui sont en train de circuler librement. Aujourd'hui, le problème, c'est que notre inquiétude, c'est de ne pas utiliser cette levée de moratoire pour nous plonger dans une dérive autoritaire. Vous vous sentez visé, vous qui êtes de l'opposition? Moi, je ne me sens pas visée. Je ne dis pas que les opposants sont visés. Mais même un Congolais, il peut ne pas être de l'opposition, il peut émettre un avis contraire. C'est ça le problème. Nous sommes sur le fait impersonnel. Nous parlons de cas général. Parce que la levée du moratoire pouvait avoir un effet majeur si elle était assise sur une justice équitable, sur une vraie justice, pas une justice à dents de scie. C'est ça le problème. Si la justice n'est pas la racine de cette levée du moratoire, nous craignons qu'au niveau de l'applicabilité, il y ait soit des règlements de comptes. On ne règle pas les comptes seulement aux politiciens. On peut régler les comptes à tout le monde. Donc aujourd'hui, nous parlons pour ce qui est de la nation. Et nous disons que pendant cette période, nous avons estimé qu'avec cette justice, ce n'était pas opportun de pouvoir procéder à cela. Alors, on va passer au second dossier, puisque vous évoquez également la justice pour parler des contentieux électoraux, avec les arrêts définitifs rendus par la Cour constitutionnelle. 49 députés ont perdu leur siège. Quelle lecture faites-vous de ces arrêts, même si vous n'êtes pas directement concerné? Je suis concernée parce qu'il s'agit du Congo. Je suis concernée parce qu'il s'agit de Congolais. Et je suis concernée parce que ça va de la dignité de la justice de mon pays, tout en sachant qu'il n'y a aucun développement sans une bonne justice. Je me sens concernée. Le problème aujourd'hui, c'est que pour arriver aux contentieux électoraux, il y a eu d'abord la première phase qui a constitué à la gouvernance électorale. La gouvernance électorale, je prends la composition de la CENI, je prends le texte qui régisse la CENI, il y a la loi électorale, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, il y a tout de mesures d'application et tout. À ce niveau, déjà, il y avait de problèmes, parce que la loi a été taillée sur mesure, il y avait une composition qui a ignoré la présence de l'opposition. Pourtant, c'est dans le texte légaux. Donc, vous voyez déjà au niveau de la gouvernance électorale, il y a les animateurs ont servi plus le régime que le pays. Il y a eu un problème. Deuxième niveau, c'est le niveau de financement électoral. Aujourd'hui, le Congolais doit savoir, on a acheté combien de machines, ça coûtait combien, parce que c'est l'argent du contribuable congolais. Il y a une opacité terrible. À part ça, il y a le problème de la sécurisation électorale. Je pense que là, je ne veux même pas mettre beaucoup d'accent, parler beaucoup là-bas. Je voulais plus chuter maintenant au niveau du contentieux électoral. Et ces 4 étapes-là, ça constitue préélectoral, électoral et post-électoral. Et pendant les élections, la période électorale, nous avions tous suivi
comment il y a eu des votes à domicile, comment les gens ont utilisé de machines. Et nous avons même vu l'aveu de la CENI en invalidant une quatre-vingtaine de personnes. C'était déjà un aveu pour montrer que les gens ont utilisé de machines et en dehors de la CENI. Mais la grande question qui se pose, c'est la CENI qui a le monopole d'achat de ces machines, des dispatchs, des distributions, et c'est la CENI qui protège ces machines. Et comment ça s'est fait que ces machines se retrouvent entre les mains de particuliers et de l'Union sacrée qui fait partie du régime aujourd'hui. Donc, c'est ça la grande question. Et là, la justice de mon pays ne s'est pas penchée sur ça. Ça, c'est un problème sérieux. Comment les individus sont arrivés à disposer de machines. Il y a déjà eu plus de 2 convocations de ceux qui ont été dont les suffrages ont été annulés. C'est déjà... Non, ça c'est mettre la charrue avant le bœuf. C'était d'abord le problème à ce niveau. Vous savez que... Parce que vous dites que la justice ne s'est pas encore penchée non, sur... Non, c'est pas ça. C'est pas ce que moi j'ai dit. Avant les élections, on n'a pas retrouvé les effets de la chaîne, des machines et tout dans un véhicule accidenté à Tchikapa. Qu'est-ce qu'on en a fait? Moi, je ne parle pas que les invalidés soient convoqués, non. Moi, je parle de la CENI qui est censée acheter, parce qu'elle a fait l'appel d'offres, on a payé l'argent du contribuable congolais, on a livré les machines, et c'est à elle de garder, dispatcher, configurer, faire tout. C'est sous sa tutelle. Comment ces machines sont arrivées entre les mains de particuliers? Moi, je parle d'abord de la gouvernance électorale. Ça, c'est une préoccupation majeure que ma justice n'a pas fait allusion. Des deux, aujourd'hui, ça c'est pendant la période électorale, le vote, d'après la loi de mon pays, devait se passer en une journée. Nous avons vu le vote se faire pendant toute la semaine. C'est anticonstitutionnel. Je n'ai pas vu, moi, la justice de mon pays se prononcer quant à ça. 2, 3, aujourd'hui, nous parlons de contentieux électoral. Le contentieux électoral, en réalité, c'est le résultat de ce qu'a été la gouvernance électorale, le financement des élections, toutes les 3 périodes, préélectorale, électorale, et maintenant nous sommes au niveau de post-électoral. Il y a des contentieux. Quand vous regardez seulement le nombre de contentieux, vous vous rendez compte que les choses ne se sont pas bien faites. Au-delà de ça, nous avons vu comment la CENI n'a pas réalisé son travail avec impartialité, avec équité, avec compétence. On n'a pas vu. Donc, le contentieux aujourd'hui ne peut que reproduire ce qu'a été la gouvernance électorale, ce qu'a été les élections. Et c'est aujourd'hui, nous estimons que, parce que eux-mêmes reconnaissent que la justice est malade, nous estimons que c'est plus les arrangements à l'amiable de leaders politiques qui constituent aujourd'hui le Parlement. Parce que nous avons suivi avec vous, surtout dans votre chaîne, on a vu comment les membres de l'Union sacrée réclamaient la vérité des urnes. Ils ont réclamé la vérité des urnes. Nous avons vu les MLC brûler les punais sur enseignement. Nous avons vu les gens de l'Union sacrée dire des mémos, des déclarations, ceci, cela. Ils s'accusaient mutuellement. Nous avons suivi. Nous avons vu des députés des AFDC qui réclamaient des postes, des Kankolongo, tout ça qui réclamaient leur siège pour démontrer que les choses ne se sont pas bien passées. Donc, maintenant, la grande question. Donc, il fallait s'attendre c'est normal à ces résultats. On ne pouvait qu'arriver là-bas. Selon vous, était déjà biaisé. Il faut aller de cause à effet. Le contentieux, ce sont les effets d'un processus mal mené, mal fabriqué, mal conçu. Un processus qui a été conçu dans le but de dribbler le peuple. C'est le fruit de ça. Il n'y a rien de surprenant. Comment est-ce que les 49 ont validé ou quoi?
ont tous prouvé des PV démontrant qu'ils ont réellement reçu des voix qu'on leur a attribuées. Parce que la CENI, qui est censée publier les résultats provisoires, si la CENI est dans l'esprit de l'article 211 de la Constitution, la CENI devait nous donner des résultats fiables. Donc, le travail n'a pas été bien fait, selon vous? Tout, ce n'est pas selon tout Congolais. Ma chère sœur, aimons le Congo. Aujourd'hui, si vous dites que les élections se sont bien passées, moi, j'aurais peur de vous. Je risque de vous assimiler au M23. Parce que tout le monde a vu. C'est la population qui a pris des images, des photos, des vidéos et consorts. Vous êtes journaliste. J'imagine que vous étiez sur le terrain. Peut-être que vous n'allez rien dire. Mais vous connaissez comment ça s'est passé. Et aimer le Congo aujourd'hui, c'est dire que cette histoire ne se répète plus. Aimer le Congo aujourd'hui, c'est aussi penser à faire de loi pour punir, les cas échéants, les présidents de la CENI qui joueraient contre la volonté du peuple congolais. Parce qu'on a vu en 2006, en 2011, en 2018, on ne doit pas continuer comme ça. Qu'est-ce que nous pensons comme sanction pour les présidents de la CENI qui n'arrivent pas à répondre à l'esprit de l'article 211? Ça aussi, ça doit nous caractériser comme pensée. Et ça serait opportun, parce que nous sommes dans une période post-électorale. Ça serait opportun. Donc aujourd'hui, ma sœur, on n'est pas étonné. On n'est pas étonné parce que ce n'est que la conséquence de ce qui a été. Nos pères spirituels nous ont dit que les lois étaient porteuses des armes de contestation. On a vécu, on a vu tout, on a vu de cartes, de lecteurs, les gens qui ont perdu des duplicata, après tout le monde va voter comme ça. Est-ce qu'on peut avoir le nombre de votants supérieur au nombre d'enrôlés? Parce que l'enrôlement, comme devoir ou droit, confère à la personne, à un citoyen, la qualité d'être électeur. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas sa carte d'électeur, quelqu'un n'a pas de duplicata, ou quelqu'un a la carte illisible, comment on a su qu'elle n'a pas perdu cette qualité d'électeur? Vous voyez dans quel désordre les choses se sont passées. Et aujourd'hui, à lire les rapports de contentieux électoraux, moi, je ne m'étonne de rien. Vous vous sentez découragé? Non, je ne suis pas découragée parce que le Congo doit être sauvé par le Congolais. Si nous sommes découragés, nous mourrons, nous sommes morts. Nous devons plutôt, parce que même la Bible dit, c'est dans le malheur que l'homme sage réfléchit. Nous devons réfléchir et voir comment sauver le Congo. Par rapport à cette nouvelle configuration qui se dessine au sein de l'Assemblée nationale, on trouve quand même que l'opposition est toujours minoritaire après tous ces arrêts définitifs de la Cour constitutionnelle. L'opposition n'a pas pu gagner d'autres sièges pour faire le poids contre la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que cette opposition-là pourra bouger les lignes? La justice est favorable au pouvoir. Comment voulez-vous que l'opposition puisse avoir d'autres sièges? De deux, est-ce qu'il y a eu élection? Moi, je suis là. C'est un simulacre d'élection. Donc, je ne trouve pas comment je peux commencer à dire que les opposants, il y aura beaucoup d'opposants ou quoi. Non, parce que tout a été déjà fait de manière à ce que l'opposition soit minimisée, que l'opposition n'ait pas une parole. Tout a été fait en ce sens-là. Donc aujourd'hui, nous dire que on attendait que on améliore les nombres des sièges de l'opposition, non, ça c'est rêvé. Alors, qu'est-ce que vous attendez justement de cette opposition-là qui est à l'Assemblée nationale? Vous pensez qu'elle pourra faire le poids? Bon, elle pourra être cette sentinelle? Bon, c'est une Assemblée nationale monocolore. Hein? C'est une Assemblée nationale monocolore, même s'il y a quelques têtes
qui pouvaient faire mieux. Mais je pense qu'avec tout ce qui se passe au niveau de cette Assemblée nationale, et si ça va se comporter, excusez-moi, comme l'Assemblée nationale précédente, je pense que il faudrait vraiment que le peuple congolais prenne ses responsabilités. Qu'en est-il de la Mouka? Est-ce que vous allez aussi apporter votre soutien à cette opposition qui est au sein de l'Assemblée nationale? La Mouka est dans la résistance. Et la Mouka respecte la Constitution. Nous résistons contre tout pouvoir qui ne vient pas du peuple. Nous résistons contre les antivaleurs. Nous résistons contre tout. Nous continuons la lutte pour le salut du pays. Donc, la Mouka continue sa lutte pour le salut du pays. Donc, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas faire une lutte pour épauler d'autres Congolais, non, mais c'est faire une lutte. Attends que la Mouka, les autres vont faire leur lutte. Attends que ce qu'ils sont, leur identité, et avec cette synergie, la RDC pourra gagner. Donc, je ne pense pas que la Mouka épaulera. Non, non, on ne parle pas d'épauler les gens. La Mouka, c'est une plateforme qui a le peuple. Vous avez le peuple alors que vous n'avez pratiquement plus de l'ancrage parce que quand chaque fois vous appelez à manifester, la population n'est plus avec vous. Bon, moi je pense que, vous savez, le silence de la population, c'est une bombe à retardement. Cette lecture, elle est erronée du fait que la population est d'accord, la population vient, mais elle est reprimée. Les Koulouna se battent, il n'y a pas de soldats qui viennent. Mais quand il y a marche de la Mouka, vous avez tout un arsenal de policiers. Vous avez des camions à eau chaude, vous avez tout qui vous viennent. C'est-à-dire, le peuple est violemment reprimé. Vous avez vu le 26 mai ici, ce qui s'est passé au niveau du siège de l'ECD. Donc, le peuple veut manifester. Mais le pouvoir ne permet pas au peuple d'exercer un droit constitutionnel. Il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont le cou cassé, il y a des gens qui ont des doigts coupés. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils voulaient revendiquer. Et aujourd'hui, quand le peuple s'est dit... j'ai peur d'être réprimé violemment, ce n'est pas que le peuple pour le pouvoir. Et le silence du peuple, c'est une bombe à retardement. On ne doit pas encourager cela. Il faudra que le peuple s'exprime. Quand on ne veut pas que le peuple s'exprime, c'est un danger pour la République. Donc aujourd'hui, dire que la Mouka n'a pas de l'ancrage, c'est faux parce que nous sommes à la cité, nous sommes partout, nous avons vu le peuple. S'il y avait élection, s'il y avait de bonnes élections, si on avait respecté le choix du peuple, vous allez me dire que non, on a respecté le choix du peuple ne vous a pas élu, donc vous n'avez plus d'ancrage. Mais quand le siège se discute entre les leaders politiques, entre les familles politiques tenantes du pouvoir, pour donner autant à celui-ci, autant à celui-là, eux-mêmes sont passés ici par la voie des ondes, ils ont tout dévoilé, ils ont revendiqué, ils ont crié vérité des urnes. Eux-mêmes, ils ont dit, ça vient pas de nous. Quand le siège s'attribue de cette façon-là, il n'y a pas de poids politique. Il n'y a pas de poids politique. Le poids politique cesse d'être l'instrument de mesure d'une plateforme politique ou d'un parti politique du fait qu'il y a attribution de sièges et non élection de candidats pour avoir ce siège. Alors, on va chuter justement avec les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs qui s'annoncent pour bientôt. Et le président de la République ayant appris les soupçons de corruption dans le chef de certains élus a instruit à la ministre de la Justice de veiller sur cette question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, il est possible d'organiser les élections sans corruption ici au pays? Bon, la corruption n'est pas seulement pour les élections, c'est pas seulement pour le sénateur. Ce régime est caractérisé par la corruption, il y a des détournements de fonds. On a vu ici beaucoup. Donc, le problème de la corruption, nous sommes classés parmi les pays les plus corrompus. Ça ne vient pas de la Mouka ni de Maman Chantal. C'est-à-dire c'est vraiment un venin qui gangrène la société congolaise à tous les niveaux.
Chez les politiciens, on parle de détournement pour soigner. Les fonctionnaires de l'État vous parlent de Madé Souabane. Partout, la corruption, la rétrocommission, tout. C'est ça. Mais moi, je pense que je ne veux pas vraiment analyser dans ce sens-là, parce que la ministre de la Justice, c'est quelqu'un qui a fait le droit. Et je ne pense pas qu'elle ignore que la corruption, c'est une infraction. Je ne pense pas qu'elle ignore que la concussion ou tout ça, ce sont des infractions. Elle le sait. Moi, je pense, aujourd'hui, les problèmes, ce n'est pas de rappeler. Les problèmes, c'est d'appliquer les textes légaux. C'est le problème, c'est de vivre un réel état de droit. Parce que dans un état de droit, il n'était pas important que ces rappels soient faits. Parce que les choses devaient se passer normalement. Moi, je me rappelle, IDPS avait 12 sénateurs, 12 députés provinciaux en 2018. Elle a eu combien de sénateurs? Aucun. Elle avait 12 sénateurs. Vous comprenez? Donc, le problème, c'est vraiment d'éviter des choses, des trompe-œil. Nous devons tout faire pour avoir des principes directeurs, pour avoir une nation qui marche sur le principe des valeurs, sur le principe de l'état de droit, sur le principe de la bonne gouvernance. Il ne sera point besoin de rappeler ou de faire toute une émission pour commenter des choses qui sont déjà dans nos textes légaux. Non, nous devons plutôt faire des émissions pour exiger l'applicabilité de loi, l'applicabilité de textes. Donc aujourd'hui, quand nous avons fait la proposition de loi le 14 mars au niveau de CEPAS, le commandant du peuple avait fait la proposition par rapport à la loi électorale. Nous avons proposé à ce que même pendant les élections, qu'il n'y ait pas achat de conscience. On a acheté la conscience du peuple. Il y a des gens qui donnaient des 20 000, de tout ça. Votez tel, prenez 20 000, votez tel, prenez 20 000. Donnez-moi la carte d'électeur, prenez autant. Donc, c'est impossible d'éradiquer la corruption? Non, ce n'est pas impossible d'éradiquer, mais je dirais d'abord, ceux qui sont élevés en dignité doivent avoir un devoir d'exemplarité, de ne pas être plongés dans les affaires de corruption, de détournement de fonds ou des affaires qui frisent la moralité ou l'éthique publique. Ceux qui sont élevés en dignité. Et le peuple aussi va suivre l'exemple. Mais il faut appliquer la loi. Comment on va arrêter quelqu'un qui a volé le poulet à la cité, qui est à Makala, qui fait une année sans être jugé. Mais les gens qui prennent de l'argent de l'État, ils vont faire le tour et ils sortent, ils sont à l'aise. Non. Donc, nous avons un devoir d'exemplarité, de pouvoir aider le pays à aller de l'avant. Nous condamnons la corruption. Mais cette corruption, c'est à tout le niveau. Nous ne voulons pas que cela soit, parce que notre pays aujourd'hui a perdu sa dignité à cause de ça. Nous devons refuser. Aujourd'hui, quand on parle de l'assainissement du climat des affaires, tout ça, il y a des problèmes. Les gens se plaignent parce que quand vous venez, il faut la rétrocommission. Qui alimente la corruption? N'est-ce pas les acteurs politiques? Quand vous parlez des acteurs politiques, c'est vague. Moi, je suis Maman Chantage, je suis actrice politique, je n'alimente pas la corruption. C'est la minorité, les bénéficiaires de richesses de Congolais. C'est la minorité des gens qui jouissent de l'argent du peuple congolais, qui alimentent la corruption, qui se disent que je n'ai pas été voté, je donne l'argent, je me retrouve quand même quelque part. Quand je vais venir pour que le peuple me vote, je donne l'argent, j'achète la conscience. Chutez, madame, chutez. Oui, j'achète la conscience. Le peuple, qui va alimenter la corruption? Le peuple souffre. Le peuple a quel pouvoir d'achat pour alimenter la corruption? La corruption est née, créée, entretenue et alimentée par la minorité qui jouissent des richesses du Congo. Pas par la pauvre population qui souffre, par des gens qui ont difficile à nouer le deux bouts du mois, par des gens qui ont difficile à pouvoir répondre aux besoins sociaux de base. Non, c'est les tenants, c'est la minorité, les gens qui trouvent de l'argent, les gens qui prennent l'argent de l'État, les gens qui sont rassurés que même si je prends, la justice ne me fera rien. Même si je pars à Makala, j'ai fait des jours, justement, c'est pourquoi on a impliqué la justice, justement pour empêcher ces pratiques. Non, la justice, elle est impliquée d'office. Le procureur général de la République,
s'est saisie des infractions. La justice est impliquée d'office. C'est d'ailleurs du sang de la justice, du devoir, de la nature même. C'est sa nature existentielle. Sinon, elle n'a pas son sens. Elle est là pour ça. Ce rappel ne valait pas la peine? Madame, je bien dis que dans un pays normal, dans un état de droit, c'est normal que la justice s'applique correctement. Si on commence à rappeler qu'il y a des soupçons, qu'il y a ceci, cela démontre aussi à suffisance qu'il y a un problème réel. Alors voilà qui est dit, cette émission est complètement terminée. Merci à vous, Madame Chantal Moboni, qui avait répondu à notre invitation. Merci également à Mami Tchela qui nous a aidés dans la préparation de cette émission. Un grand merci à Miguel Mena qui était à la coordination. Patrick Mongongo était à la prise de vue aux côtés de Grace Lema. Nous disons également merci à vous, chers auditeurs et internautes qui nous avez suivis de partout. Je pense que Madame Chantal avait un petit mot à ajouter avant de vous dire au revoir. Juste interpeller les autorités, je vais dire policières, provinciales et tout, pour l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Les gens de Sokopao nous appellent à tout moment. Ça va pas. Forgeron, Kawele, Pakadjouma, Sokopao, un Sokopao délimité en général. Il y a Lemba, il y a Mombele, il y a Yolo, il y a partout. Les gens nous appellent pour dire Maman Chantal, Lobela Bissona na TV, le Camboyo, insécurité, moyens alité. Vraiment, si les autorités compétentes peuvent côté à moi lissou na makambo tel bas secteur wana et que ça la bien parce que peuple azali paysan a réel problème et puis molili les qui ma casse molili les autres favoriser insécurité molili les qui s'il vous plaît pensez quand même à ce peuple au boyaka kuluka na l'ère de l'élection. Voilà, c'est terminé. Grand merci encore à vous chers auditeurs et internautes. À très bientôt. Au revoir.